Deux titres constituent le sommaire de cette édition de l'information ce soir sur les antennes de la télévision du monde. Au mépris des dispositions régissant l'intégration régionale et continentale, les autorités équato-guinéennes optent pour la construction d'un mur à la frontière avec le Cameroun. Si la construction de cette forteresse semble motivée par la lutte contre l'immigration clandestine, il s'agit pour certains diplomates du mur de la honte qui constitue un recul de 50 ans pour l'intégration sous-régionale en Afrique centrale. Également en titre, le président Donald Trump déclare la guerre au vin français. Le locataire de la Maison-Blanche a brandi son arme fatale, qui est celle de la menace contre le vin français, notamment à travers des nouveaux droits de douane. Voilà pour le sommaire de cette édition de l'information ce soir. Rebonsoir et merci de faire confiance à la télévision du monde pour vous informer. C'est l'heure du 20h, édition que nous ouvrons par la célébration de la 25e journée de lutte contre la désertification. Dans la région de l'ouest du Cameroun, la commémoration de cet événement a donné lieu aux actes de planting d'arbres, mais également à un appel pour l'adoption d'attitudes visant à une bonne gestion des terres. Jean-Frédéric Moutom et Herbert Kouamou. Construisons l'avenir ensemble, telle est la thématique de la 25e édition de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Passant de la parole à l'acte, près de 300 plants d'arbres de diverses espèces ont été mis en terre sur 3 sites à Bafoussam par la délégation régionale de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable pour l'Ouest. Le kick-off de cette opération de planting d'arbres a été donné par François Franklin Tapa, secrétaire général des services du gouverneur de la région de l'Ouest, qui a appelé à un suivi permanent de ces plants mis en terre. Le tout n'est pas de venir faire le one-man show en mettant les arbres sous terre. Il faut absolument que, après cette opération-là, que vos propres services, les services bénéficiaires puissent vraiment suivre. S'en est suivi une conférence débat axée sur le thème de cette célébration, à savoir « Construisons l'avenir ensemble », tenue dans la salle des conférences du gouvernorat, qui a permis d'édifier l'auditoire sur les causes, les conséquences de la désertification et de la sécheresse et de les sensibiliser sur les actions à mener pour lutter efficacement contre ces fléaux. Dans la région de l'ouest du Cameroun, du fait des actions humaines, la dégradation des sols est trop avancée, d'où l'obligation de planter chacun un arbre et adopter de bonnes pratiques pour une bonne protection des terres. La plantation d'arbres est l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre la désertification et la sécheresse, parce que les arbres et toutes les autres espèces de plantes ont cette capacité-là de faciliter l'infiltration de l'eau. Et quand il pleut donc, il y a infiltration et ça permet d'alimenter les nappes souterraines. Entre autres bonnes pratiques, des prix ont été remis à 42 élèves et étudiants lauréats du jeu concours organisé à l'occasion par le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Bon à savoir, toutes les activités étaient présidées par François Franklin Tapa, secrétaire général des services du gouverneur de la région de l'Ouest. Cette commémoration de la 25e journée de la lutte contre la désertification, célébrée ce jour par le Cameroun de concert avec la communauté internationale, a servi de prétexte à la rédaction du Monde pour établir le distinguo entre désertification et sécheresse. Tentative de réponse avec vous, Frédéric Moutamé. Lorsqu'on parle de désertification, l'on désigne davantage la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides, subhumides, sèches, par la suite de divers facteurs, parmi lesquels les activités humaines et les variations climatiques. Contrairement à l'entendement du commun des mortels, la désertification n'est pas la transformation de la terre en désert. La désertification se produit du fait de l'extrême vulnérabilité des écosystèmes des zones sèches à la surexploitation et à l'utilisation inappropriée des terres. La pauvreté, l'instabilité politique, la déforestation, le surpâturage et des pratiques d'irrigation inappropriées peuvent entraver la productivité des terres. La journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse est donc célébrée le 17 juin de chaque année pour sensibiliser l'opinion publique à cette question et aux efforts à faire au niveau international. Cette journée est une occasion unique de rappeler à tous et à chacun que la neutralité en termes de dégradation des terres est possible moyennant un fort engagement de la communauté et une coopération à tous les niveaux.
Le 25e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et de la Journée mondiale de lutte contre la désertification est placé sur le thème « Construisons l'avenir ensemble pour davantage faire le bilan des progrès accomplis par les pays en matière de gestion durable des terres, mais aussi les grandes orientations pour les 25 années à venir avec comme objectif majeur la neutralité en matière de dégradation des terres. » Vous savez, avec la dégradation des terres, il y a un phénomène, le phénomène de déplacement des populations. Parce que quand les populations qui sont en zone rurale trouvent leur rendement agricole baissé, ils sont obligés de migrer vers les villes et d'autres migrent même vers des pays développés. Et ça entraîne ce qu'on appelle les réfugiés écologiques. Donc le thème est que nous devons protéger nos sols pour stabiliser les populations, éviter ces migrations-là écologiques qui créent d'autres problèmes, que ce soit dans des villes ou bien dans les autres pays développés. Donc en protégeant les sols, nous construisons l'avenir. Avec la campagne « Construisons l'avenir ensemble », il est question de mettre l'accent sur ces questions de réduction de la pauvreté, de sécurité alimentaire, de sécurité de l'approvisionnement en eau, de l'adaptation au changement climatique et sur l'importance d'un développement basé sur la gestion durable des terres. Plusieurs quartiers situés dans l'arrondissement de Melon, c'est dans le département du Mungo, région du littoral, avaient hier dimanche les pieds dans l'eau. Et pour cause, les pluies qui se sont abattues ont provoqué des inondations graves ayant entraîné d'importants dégâts matériels. Ce lundi matin, certains riverains ont dû retrousser les manches de leurs vêtements pour rallier leur destination respective. Jean-Germain Yedna, Château-N-Vallon. Nous sommes ici à Bonanjo, d'un des quartiers, sinon celui administratif, de l'arrondissement de Melon, dans le département du Mungo, région du littoral. Ah, tu m'as appelé que c'est comme ça. Tu m'as compris. La forte pluie diluvienne qui s'est abattue ce dimanche, 16 juin 2019, a provoqué cette montée exponentielle des eaux à Bonanjo et même dans plusieurs quartiers environnants, dans la localité de Melon. Grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vraiment l'inondation. Nous ne savons pas comment nous allons faire. Vraiment, si on ne trouve pas une position pour nous, ça ne va pas aller. Parce que vraiment, tout est parti. Nous sommes là comme ça. On n'a pas où dormir. Donc, heureusement qu'on n'a pas eu... Les êtres humains sont là. Il n'y a pas de problème pour eux. Mais pour les matériels de la maison, tout est parti. Alors si, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais couché à la maison et subitement on m'appelle là que c'est grave dehors. Et le conseil est celui que vous voyez là. Depuis pratiquement 1 heure de temps que nous sommes envahis par l'eau. Vous regardez les constructions partout là, c'est inondé. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. La pluie a commencé autour de 15h, à 14h30, 15h. Jusqu'à après la pluie, quand la pluie a commencé à cesser, l'eau est sortie. L'eau commençait à sortir doucement. Et puis après, ça a envahi toute la zone, comme vous pouvez constater. Faute des canalisations pour orienter ces eaux de ruissellement, accompagnées d'un fort courant, des précipitations y ont été abondantes et les cours d'eau sont sortis de leur lit, causant d'importants dégâts matériels dans les maisons. Bon, les dégâts en termes humains, non. Pas de dégâts en termes humains, mais l'eau est entrée dans les maisons et on a essayé de sauver ce qu'on pouvait. Okay. Là, tout ce que j'avais comme matériel, mais parmi surtout, c'est parti. C'est très qu'il commence dans ça. Le bois, même ici, une voiture de bois, c'est parti. Et c'est la vie, on fait comme ça, on avance. Ce n'est pas grave. Okay. Il y a eu des pertes en vie, non, c'est ça, il n'y a pas de problème pour cela. Non, toute personne a envie. Il fallait simplement retrousser son vêtement ce dimanche au quartier Bonanjo à Melon pour espérer sauver dans les domiciles ce qui pouvait encore l'être. Des habitants de ce quartier administratif interpellent les autorités de Melon qui y résident d'ailleurs, assis penchés pendant qu'il est encore temps
avant la grande saison des pluies. Même mes assiettes. On était nous au salon, on causait, on ne savait même pas ce qu'il y avait dehors. En sortant que l'eau était déjà inondée partout, portait toutes nos choses. Tout est touché à la maison. Il faut que vraiment monsieur le maire nous aide dans le quartier-ci. On ne sait comment faire. Puisque l'eau n'a pas un grand passage, le passage d'eau est tout petit. Et puis si on pouvait, je ne sais pas trop, si on pouvait drainer l'eau, pour que l'eau ait un passage plus grand que celle-ci. C'est que celui-ci peut-être ça pourrait aider la population. C'est vraiment la liste là. Le quartier Bonanjo, dans l'arrondissement de Mélon, avait les pieds dans l'eau ce dimanche et ils étaient nombreux, les habitants, qui n'ont pas pris part au culte dominical à cause de cette situation déplorable. Le corps sans vie d'un jeune a été retrouvé ce lundi 17 juin 2019 dans une concession familiale. Le nommé Giantuso Emmanuel Thierry, puisqu'il s'agit de lui, était âgé de 23 ans. Son corps a été retrouvé dans l'une des chambres du domicile familial. Jean-Germain Yedna, Château-en-Vallon. C'est dans ce domicile familial, au quartier et Kanté-Siartivi, dans l'arrondissement de Konsamba 2e, que le corps sans vie du jeune homme, Giantuso Emmanuel Thierry, a été découvert ce lundi 17 juin 2019. Et c'est en l'absence des membres de sa famille, notamment ses deux géniteurs et son frère cadet, en déplacement au village, que la dépouille de ce jeune étudiant de 23 ans, qui vient à peine de terminer avec son master en gestion et à la recherche de l'emploi, a été retrouvée ce matin dans l'une des pièces de ce domicile familial par l'un de ses amis d'enfance. Un enfant très effacé. Pardon? Un enfant très effacé, très discret. Oui, très discret. Bon, je ne le connais pas trop bien, mais le peu de temps qu'on a eu à passer ensemble, il était très poli, très courtois, très discret. Il a fini son master en gestion en septembre dernier et il est revenu ici. Et on attendait qu'il trouve un petit emploi quelque part puisqu'il a déposé les dossiers. Voilà. Pourtant, ce jeune diplômé avait bel et bien échangé avec ses amis du quartier vendredi dernier, ce après une partie de football disputée avec ses copains du quartier et Kanté-Siartivi dans l'arrondissement de Konsamba 2e. Cette semaine, je crois la semaine passée, on a joué ensemble, on a joué 2-3 fois. Sont mercredi, jeudi et vendredi. On joue au football. On jouait au football quand on avait nos santé de vétérans. On jouait au football. On jouait 2 à 3 fois par semaine. Je l'ai vu pour la dernière fois vendredi. Je partais au bureau, il était dans le portail avec ses amis causés. Je les ai salués, je suis partie. Mais c'est juste que samedi, j'ai vu toutes les lampes là allumées. Dimanche, pareil. Et puis, dimanche, en journée, il y a le service des niveaux qui sont passés pour distribuer les factures d'électricité ici. On a mis entre les portes. Et ce matin, même ses amis qui sont séparés avec lui vendredi ont constaté que c'était toujours là. Donc c'est là où on a décidé de voir qu'est-ce qui se passe, puisqu'on sait qu'il était là. Et on a porté l'un des jeunes qui est entré et il a constaté qu'il était déjà décédé. On a donc ouvert le petit portail et nous sommes tous entrés, on a constaté ce qui est là. Que s'est-il réellement passé entre vendredi et ce lundi, jour de la macabre découverte? Qu'est-ce qui a coûté la vie à ce jeune étudiant de 23 ans qui convulsait par moments, selon les déclarations de sa maman? Toutefois, sa dépouille, retrouvée en état de décomposition avancée, démontre à suffisance que Thierry est passé de vie à trépas bien avant ce jour. J'ai donc demandé que personne, qu'il faut qu'on prévienne d'abord ses parents, ensuite la police. J'ai appelé Maître Mba, qui est ici de justice, pour qu'il prenne toutes les dispositions. J'ai appelé M. Sokazini, le père de l'enfant, qui a dit que non, qu'on ne fasse rien, on attend son arrivée. Après le constat du médecin légiste
et du procureur de la République. Des hommes maintenus ont ouvert une enquête pour avoir une idée exacte du décès du jeune Djantuso Emmanuel Thierry, dont le corps repose actuellement à la morgue de l'hôpital régional de Nkonsamba. J'étais villageois, mes camarades n'ont pas compris. C'est plus que le deuil, c'est plus que la cérémonie que j'ai fait. J'ai levé les crânes de mes parents, j'ai battu les mains. C'était pas là, voilà que la tête du village sur moi. Je sais pas, j'ai pas de la fin. Parlons à présent de réhabilitation du réseau viaire dans le département du Mongo. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural annonce la réhabilitation prochaine de 161 km de route. Les travaux visent surtout à favoriser la mobilité rurale et à favoriser l'évacuation des produits issus de ce bassin de production. Praxet Toulou nous en dit davantage. Bientôt des routes plus praticables dans le département du Mongo. En effet, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Minader, envisage de réhabiliter 161 km de pistes rurales. Une partie de ces travaux devrait notamment porter sur la réhabilitation du tronçon Muyuka-Lende-Campina, Carrefour Lengue Italiana Nantia Bonanjo, Carrefour Muyika-Ndo. Un chèque d'environ 1,435 milliards de francs CFA sera signé à BUNS. Un second virement, un peu plus de 843 873 millions de francs CFA, sera effectué dans le compte de la société EBM Sarl. Elle est chargée de réhabiliter 40 km de route. Il s'agit du tronçon Djombe, Mbome, Kakepe, Plateau, Ndjanga. Au total, une enveloppe bien fournie est réservée pour la réalisation de ce projet piloté par le projet de développement des chaînes de valeur agricole, PDCVA. 42 organisations de producteurs dans ce département du Mongo ont reçu des intrants agricoles pour booster la production du cacao et du café en perte de vitesse dans ce département. Reportage. Jadis en tête de file des bassins agricoles au Cameroun, le département du Mongo dans la région du littoral continue de se heurter à des difficultés liées à l'essor de l'agriculture. L'une de ces difficultés n'est autre que l'absence d'intrants qui ont entraîné l'abandon de plusieurs plantations de café au profit des cultures vivrières. La difficulté, c'est juste parce que nous, on n'a pas suffisamment de moyens pour travailler. Sinon, on a quand même l'expertise, puis on fait quand même des petites formations. Le problème, c'est le problème d'intrants, surtout le problème d'intrants qui nous dérange. Surtout en ce qui concerne la culture du cacao, il y a les fongicides et les engrais comme ce qu'on vient de recevoir là maintenant. Dans le but de valoriser la filière cacao-café qui avait fait du Mongo un vivier agricole, 49 organisations de producteurs du Mongo Sud ont reçu à l'esplanade du centre phytosanitaire un appui en intrants estimé à 1500 litres d'intrants liquides dans la continuité du projet PAF2C du FODEC pour permettre à ces derniers d'accroître leur rendement et redonner vie à la filière qui est en plein déclin. Tout ce qu'on a donné, ça va nous favoriser à mieux travailler pour augmenter quand même notre production, c'est tout ce qu'on veut. Mais ce qui nous nuit actuellement maintenant, c'est plus agricole. C'est ça notre problème. Parce que quand tu as déjà gagné, travaillé, tu n'as pas comment l'évacuer. Ça ne vaut pas la peine, ça, tout c'est qu'à la bourse. Un geste apprécié à sa juste valeur par ces seigneurs de la terre. Rendons-nous à présent à Douala, poumon économique du Cameroun, où le maire et ses collaborateurs étaient sur le terrain pour apprécier l'état d'avancement des différents chantiers. Il s'est agi de faire le tour du propriétaire des chantiers de construction de la maison de la culture Sawa ou encore la cité des cinquantenaires. À sa suite se trouvaient nos reporters Frédéric Moutamé et Étienne Monté. Pour cette énième descente sur le terrain en vue d'évaluer le chantier en cours de réalisation par la communauté urbaine de Douala, 3 pôles majeurs ont retenu l'attention de l'édile de la ville de Douala. Tout d'abord, le chantier de construction de la maison de la culture Sawa, 6 à la vallée de la Besseke, qui avance sereinement avec un taux de réalisation de près de 72%. Du gros œuvre des élévations. D'ailleurs,
Le projet très attendu par la communauté Sawa et l'ensemble du pays a entamé sa phase de finition. Le but était de voir que les travaux continuent normalement et d'attirer l'attention de l'opinion, surtout doualaise, qu'au-delà des dénominations, au-delà des appartenances, c'est un monument qui va enrichir le patrimoine de la ville de Douala. Il est culturel, artistique. Et il est tout à fait normal que vous soyez Douala, que vous soyez Doualais ou quelqu'un de passage, chacun doit inscrire son nom là-dessus pour améliorer ce sentiment d'appartenance et cette solidarité pour cet instrument commun. Le second site passé au scanner est la cité des cinquantenaires, 6 au quartier résidentiel de Bonapriso. Ici, l'on est loin des espérances, le taux de réalisation est à peine de 20%. Plusieurs problèmes ont ralenti la bonne évolution de ce chantier. Mais l'édit de la ville, le maître d'ouvrage et la mission de contrôle se veulent rassurants quant à la suite des travaux. En réaction à certaines inquiétudes de l'opinion qui pensaient que les travaux sont arrêtés. Donc je rassure les uns et les autres que les travaux sont en cours, se font dans un rythme normal, quelquefois même accéléré, puisque pour ce qui est des fondations des autres bâtiments, c'est la course contre la montre pour que les pluies n'arrivent pas. Donc les travaux se passent normalement. Nous avons donc profité du fait que c'est tous les jeudis la réunion du chantier pour donc voir tous les petits aspects qui concernent ce chantier. Et l'entreprise nous a rassuré que tout se passe très bien. Au funérarium de Douala, 6 au Bois des Singes de Douala, la situation n'est guère reluisante. Le chantier est encore à l'élévation des murs et au tôlage. Pour l'édile de la ville de Douala, les raisons de ce retard sont essentiellement financières. Toute la hiérarchie financière est aussi en train de se battre pour qu'on oxygène les caisses de la communauté urbaine. À la maison de la culture Sawa, tout comme à la cité des cinquantenaires à Bonapriso, les ouvriers restent mobilisés sur les deux chantiers. Toutefois, l'édile de la ville interpelle les entreprises adjudicataires à redoubler d'ardeur au travail, question d'éviter des avenants continus et donc de livrer les chantiers dans les règles de l'art. Et puis nous l'annoncions en titre, au mépris des dispositions régissant l'intégration régionale et continentale, les autorités équato-guinéennes optent pour la construction d'un mur à la frontière avec le Cameroun. Si la construction de cette forteresse s'annonce sévie, surtout à lutter contre l'immigration clandestine, selon quelques diplomates sous cap, il s'agit d'un recul de 50 ans dans le cadre du processus d'intégration sous-régionale pourtant amorcé en 2013 par les chefs d'État membres de la CEMAC. Regardez. Le 10 juin 2019, le président Obiang Nguema de la Guinée équatoriale dépêchait un émissaire auprès de son homologue camerounais à Yaoundé. Au sortir de cette audience avec le chef d'État du Cameroun, Paul Biya Balthazar Ngongon Idzwa, ministre d'État chargé de l'intégration régionale de la Guinée équatoriale, faisait alors une déclaration qui laissait optimiste sur l'effectivité d'une intégration sous-régionale. Selon l'émissaire du président équato-guinéen, ce petit pays à la fois insulaire et continental, sous le feu de la critique, voulait donc donner l'impression de ne plus vouloir évoluer en vase clos. Et il faut dire que le projet communautaire qui engage les trois pays, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Cameroun, pour la construction d'un pont sur le fleuve Ntem, a qui aussi laissé une lueur d'espoir sur l'accélération du processus d'intégration. L'intégration dans la sous-région, c'est fort, ça marche très bien. Et une partie de notre entretien avec le chef d'État, c'est aussi dans le cadre de l'intégration régionale. Et vous savez que son Excellence, le président Paul Biya, c'est le président en exercice de la CEMAC. Donc tous les chefs d'État sont dans l'obligation de concerter avec lui
certains sujets d'importance dans la communauté. La Guinée équatoriale ne peut pas travailler de façon isolée. Les actions de la communauté sont vraiment travaillées en groupe. Des déclarations aujourd'hui en déphasage avec la réalité sur le terrain qui font de l'Afrique centrale la zone la moins intégrée sur le continent, avec des échanges intercommunautaires autour de 2% selon des exégètes de l'économie. Mais en décidant d'ériger un mur qui sépare la ville de Bata et les villes camerounaises de Campo au sud du pays, la Guinée équatoriale vient de nouveau de surprendre et montrer aux yeux du monde que les égoïsmes nationalistes sont encore présents en zone CEMAC. Quoi qu'il en soit, il s'agit du mur de la honte pour certains diplomates qui, sous cap, révèlent que cela constitue un recul de 50 ans pour l'intégration sous-régionale en Afrique centrale. Pourtant réunis en sommet extraordinaire à Djamena, au Tchad, le 31 octobre 2017, les chefs d'État de la CEMAC avaient pris acte de la décision d'ouverture intégrale des frontières dans les 6 pays de la zone, confirmant du reste une décision communautaire arrêtée depuis 2013 et qui devait se matérialiser par la suppression des visas pour les ressortissants de la CEMAC circulant dans l'espace communautaire. La conférence a pris acte de la décision d'ouverture intégrale de leurs frontières prise par les États membres en application de l'acte additionnel numéro 0113 CEMAC 070 UCCE-SE du 25 juin 2013 portant suppression des visas pour tous les ressortissants de la CEMAC circulant dans l'espace communautaire. Plus de 15 ans après cette décision, 4 des 6 pays de la CEMAC l'appliquent depuis lors, en l'occurrence le Cameroun, la Centrafrique, le Congo et le Tchad, tandis que le Gabon et la Guinée équatoriale continuent d'exiger le visa aux ressortissants de la sous-région. En outre, cette décision des autorités équato-guinéennes, qui ont donc opté pour la construction d'un mur à la frontière avec le Cameroun, méprise toutes les dispositions régissant l'intégration régionale et continentale. Hors de nos frontières à présent, le président Donald Trump continue des pratiques protectionnistes et va désormais en guerre contre le vin français. Le locataire de la Maison-Blanche a brandi son arme fatale, la hausse du droit des douanes. Euronews. Donald Trump brandit son arme favorite, celle de la menace de nouveaux droits de douane, mais cette fois à l'égard de la France. Le président américain accuse Paris de pratiquer une concurrence déloyale et de trop taxer le vin en provenance des États-Unis. La France fait beaucoup payer pour les vins, alors qu'on leur fait payer peu pour les vins français. Les gars de Californie me disent « Eh monsieur, on paie cher pour que nos produits se retrouvent en France. Et notre pays laisse entrer des vins français qui sont très bons, alors qu'on a aussi de très bons vins. » Dans les faits, la réglementation européenne impose ces tarifs douaniers qui peuvent varier de 11 à 29 cents par bouteille pour les vins en provenance des États-Unis, alors que les bouteilles françaises qui arrivent sur les tables américaines sont moins taxées. Les chiffres oscillent entre 5,3 et 19 cents par bouteille selon le type de vin, mais les États-Unis restent la destination numéro 1 d'exportation des crus venus de l'Hexagone et l'an dernier, les ventes de vins et de spiritueux français vers ce pays ont encore bondi de plus de 4%. Côté français, les importations de vins américains ont doublé au cours de ces 10 dernières années. Au mois de novembre, Donald Trump avait déjà agité la menace d'une hausse des droits de douane sur les vins français, alors que d'autres pays européens appliquent les mêmes règles. Ce que pointe en réalité le locataire de la Maison-Blanche, c'est le déficit commercial entre Paris et Washington qui s'est encore creusé l'an dernier. Des négociations commerciales entre l'Union et les États-Unis ont débuté ce lundi, alors que Bruxelles souhaite exclure le secteur agricole de ces discussions. Des nouvelles en sport à présent dans cette édition de l'information. Coupe du Monde féminin France 2019. C'est fini pour l'Afrique du Sud. Les Banyana ont été battus cet après-midi en 3e rencontre de poule par l'Allemagne sur le score fleuve de 0 but contre 4. Seuls désormais le Nigeria et le Cameroun gardent encore des chances de qualification pour les 8e de finale. Zobel Apollinaire Bon. C'est une dernière chance qu'il va falloir saisir pour les pouliches de Désiré Ellis qui se sont déjà inclinés à 2 reprises dans cette compétition. D'abord face à l'Espagne et ensuite face à la Chine. La rencontre contre l'Allemagne qui a déjà obtenu son ticket qualificatif pour le second tour est décisive pour les Banyana d'Afrique du Sud qui peuvent encore bénéficier
d'une place de meilleur troisième dans le groupe B. Dans le groupe A, le Nigeria a encore son mot à dire, surtout après sa victoire sur la Corée du Sud. Le match face à la France ce soir peut propulser Azita Oshoala et ses coéquipières au second tour. En cas de victoire sur les pouliches de Corinne Diacre qui mènent les débats dans ce groupe A. Même un match nul serait bienvenu pour les Super Falcons. Il faut dire que de tous les représentants africains au mondial français, le Nigeria, mathématiquement, semble bien parti pour accéder au second tour. Battu par les Pays-Bas samedi dernier 1-3, les chances de qualification du Cameroun pour le second tour sont maigres. Il faudra d'abord battre la Nouvelle-Zélande lors de la troisième et dernière sortie dans le groupe E et espérer être parmi les meilleurs troisièmes. Les taux se resserrent donc autour des représentants africains qui risquent tous de quitter la compétition au premier tour. On en vient finalement à cette autre défaite de l'Afrique du Sud. À présent, on espère que cette fois-ci sera la bonne. Rappelons que l'Afrique du Sud est d'ores et déjà éliminée de cette phase finale de la Coupe du Monde France 2019. Les Banyana ont été battus sur le score fleuve de 0-4 en troisième rencontre de poule par l'Allemagne. Le Cameroun et le Nigeria conservent des chances de qualification pour les huitièmes de finale. Les précisions de Zobel, Apollinaire Bon. L'Afrique du Sud peut dire au revoir au mondial féminin. Les filles de Désiré Ellis n'ont pas pu tenir cet après-midi face à la grosse machine allemande. 3 défaites en autant de sorties. Les Banyana d'Afrique du Sud terminent dernière de leur groupe avec 0 points et un seul but inscrit contre l'Espagne. C'est le premier pays africain qui quitte le sol français. Ce soir, le Nigeria peut sauver l'honneur de l'Afrique en venant à bout du pays hôte la France qui a déjà acquis sa qualification pour le second tour. Même un simple match nul pourrait être bénéfique pour les Super Falcons. Le Nigeria se présente d'ailleurs comme le seul pays africain parmi les 3 dans la compétition qui peut atteindre les huitièmes de finale grâce à sa victoire sur la Corée, battue samedi dernier par les Pays-Bas. Les Lions indomptables, avec 2 défaites enregistrées jusqu'ici, ont de maigres chances pour atteindre les huitièmes de finale. Il faudra d'abord battre la Nouvelle-Zélande en troisième et dernière rencontre en match de poule et espérer une place de meilleur troisième. C'est donc dire que le Cameroun n'a plus désormais son destin à main. Nous ne saurions refermer cette édition de l'information ce soir sans vous rappeler les principaux titres qui ont constitué la vitrine. D'abord, cette pratique observée chez notre pays voisin, la Guinée équatoriale, qui, au mépris des dispositions régionales de l'intégration en zone CEMAC, ont décidé de construire un mur à la frontière avec le Cameroun. Si la construction de cette forteresse semble motivée par la lutte contre l'immigration clandestine, il s'agit pour certains diplomates du mur de la honte qui constitue un recul de 50 ans pour l'intégration sous-régionale en Afrique centrale. Et puis, pratique protectionniste, le président Donald Trump déclare de nouveau la guerre, cette fois-ci aux vins français. Le locataire de la Maison-Blanche a brandi son arme fatale, la hausse du droit des douanes. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé de nouveau votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.